Ok, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux. Alors là, je commence à faire des bêtises. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver en fait sur cette plateforme qui s'appelle Livestorm. Alors pour ceux qui ont eu le bonheur de suivre notre première, on va dire, conférence en ligne, vous savez quasiment tout de cette jeune pousse française qui a créé en fait cette plateforme en 2016. Pour les autres, juste quelques éléments, on va dire, fonctionnels. Vous allez avoir la possibilité d'intervenir avec nos intervenants de ce soir, suivant deux modalités. Voilà, alors le chat commence effectivement à s'activer et c'est très bien. Donc vous avez le chat qui vous permet d'émettre des messages. Une précision utile, à chaque fois que vous renseignez un message, tous les participants en fait, de cette plateforme et de cette session ce soir pourront le visualiser. Donc, vous connaissez notre marotte en matière de bienveillance. Nous allons aborder ce soir un sujet potentiellement qui pourrait crisper certaines parties opposées. Donc, je vous en conjure. Notre objectif, en fait, c'est d'ouvrir le débat, d'essayer de traiter de manière objective, en fait, les différents sujets. Et donc, je vous réclame surtout de la bienveillance vis-à-vis en fait des opinions qui pourraient être contraires à celles que vous pouvez défendre. Voilà. Mais je sais pouvoir compter sur cette bienveillance. Cette session fait suite en fait à une première qui a eu lieu la semaine dernière, où nous avons eu la chance en fait d'avoir deux intervenants, Frédéric de Manneville, qui nous a fait une très belle synthèse sur les dispositifs qui avaient été adoptés par globalement 6 pays d'Asie du Sud-Est pour essayer d'enrayer en fait la pandémie. Et nous avons eu également la grande chance d'avoir la plus jeune sénatrice de France, à savoir Christine Lavarde, donc qui est intervenue sur les difficultés que la France avait rencontrées dans la mise en place en fait d'un dispositif numérique qui avait pour ambition en fait d'accompagner nos décideurs sur la gestion de cette crise. Et elle a notamment mis en avant la difficulté d'interconnecter un certain nombre de bases de données. Voilà. Ce soir, mais je vais laisser la main à notre grand chef à tous, Joël Casarero, qui va vous présenter en fait les deux intervenants de ce soir. Donc, dernière précision, je vous ai parlé du chat. Autre élément à votre disposition, vous voyez sur la partie droite, juste à côté du bouton chat, vous avez les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez interpeller en fait nos intervenants, n'hésitez pas, formulez vos questions. On l'a très bien fait la dernière fois. Si vous souhaitez prendre la parole et poser en direct la question en fait à l'un de nos intervenants, n'hésitez pas, on a le support technique qui nous permettra en fait de mettre tout ça en musique. Voilà. Ce soir, bonsoir. Oui, salut Joël. Ce soir, on est en plein cœur de l'actualité. Il y a eu des annonces du gouvernement faites en début d'après-midi qui, a priori, attestent une validation dans quelques jours d'un éventuel pass sanitaire en Nouvelle-Calédonie. Et vous avez vu peut-être également certaines réponses et certaines oppositions qui se sont déjà formulées, notamment de la part d'un certain nombre de syndicats. Donc les intervenants de ce soir, avec le support de Joël, vont, je le souhaite, nous éclairer un peu mieux sur cette thématique. Voilà, je cède la parole à Joël. Merci Frédéric. J'espère qu'on m'entend, donc tout va bien. Alors je voudrais d'abord, avant de commencer, avoir une pensée pour les familles qui sont touchées par les décès et qui ne peuvent pas se regrouper en ce moment pour faire le deuil, et en particulier aussi pour procéder aux coutumes. Donc là, il faut bien prendre ça en compte. J'ajouterais que dans ces temps où la peur et la crainte irriguent la société, il convient d'admettre la complexité et d'entendre les nuances et ne pas s'en tenir à des oppositions frontales en se laissant déborder par nos passions tristes. Donc il faut raison garder.
Alors ce soir, on va justement, Frédéric l'avait rappelé, continuer à creuser le sillon, de savoir si on peut utiliser le numérique comme outil antiviral, ce qu'ont prouvé en fait les pays asiatiques, et si, comme l'a prouvé aussi la sénatrice, on pouvait aussi finalement avoir une petite restriction de liberté pour certains, sans compromettre l'économie, pour avoir une plus grande liberté pour le plus grand nombre et en préservant l'économie. C'est un peu ça l'arbitrage qu'il y a aujourd'hui. Voilà, donc on a deux intervenants, Stéphane Renaud, qui va analyser le pass sanitaire, un écart de vision de la démocratie, et Charlotte Hullman, je cherche le titre, je cherche juste le titre, frein et levier pour la mise en place d'un dispositif numérique de lutte contre le virus en Nouvelle-Calédonie. Alors juste pour présenter Stéphane, il est ingénieur agro de formation, il a plus de 20 ans de pratique dans l'analyse des chiffres et des sondages, il est bien sûr directeur de l'Institut Quid-Novi, bien connu ici et puis aussi à Tahiti. Charlotte, docteur en géographie, spécialisée dans l'éthique. Alors dans l'éthique en deux mots, TIC, technologie de l'information et de la communication, ça se dit plus maintenant, mais c'était usité avant. Elle a créé et dirigé l'Observatoire numérique pendant près de 10 ans. Elle est maintenant consultante, mais elle est beaucoup plus connue comme étant Madame TEDx Nouméa, puisque c'est elle qui a créé la licence et qui continue à l'animer pour notre plus grand bonheur. Je vais voir si notre ami Stéphane est en ligne. Stéphane, est-ce que tu veux prendre la main? Voilà, notre ami Stéphane. Je te laisse la main, Stéphane. Active ton micro. Joël. Voilà, parfait. Il est activé, oui, c'est bon, impeccable. Super. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, pour la présentation, c'est Frédéric qui la met en route. Oui, je vais être, cher Stéphane, ton script d'un soir. Super. Ok, donc le sujet pour lequel Joël m'a consulté, c'était vraiment d'essayer de faire le point sur le pass sanitaire. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a des atouts, des freins, des craintes? Et puis surtout, quelles sont les conséquences? Alors, je ne vais pas donner d'opinion ni d'avis sur le sujet. Chacun peut avoir sa vision des choses. En revanche, comme disait Joël, il faut faire très attention parce que les choses sont loin d'être tranchées et il y a des éléments positifs et négatifs dans chaque vision. Et c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, le titre, pass sanitaire, un écart de vision de la démocratie, il est volontairement un peu impertinent. Parce qu'à un moment donné, quand on analysera les conséquences du pass, on a vraiment deux groupes qui se sont formés. J'ai eu l'occasion d'en parler lors des assises de la Covid-19 qui se sont déroulées à la CPS. C'est un fossé qui se creuse et qui devient extrêmement dangereux, mais qui n'est pas propre à la Calédonie, puisqu'on le voit aussi dans d'autres zones, que ce soit en métropole ou ailleurs. Slide suivant. Frédéric? Ouais, super. Donc, quand on parle du pass sanitaire, en fait, on parle de quoi? La définition propre, slide suivant. Ouais, super. La définition en métropole, c'est la preuve, que ce soit sur un support numérique ou papier, à l'aide d'un QR code, pour constater plusieurs choses. Soit on a un schéma vaccinal qui est considéré comme complet, c'est-à-dire 2 doses depuis au moins 7 jours avec des solutions type Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, ou 1 dose depuis au moins 28 jours avec la solution adénovirus de Janssen. Soit on a un schéma 1 dose pour ceux qui ont déjà eu la Covid-19, soit on a un test PCR de moins de 72 heures, voire moins de 48 heures, donc un test de non-contamination, soit un RT-PCR d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant le rétablissement de patients qui ont été contaminés à la Covid-19. Donc aujourd'hui, en métropole, ce n'est que les 18 ans et plus, mais ça va être étendu aux 12-17 ans à partir du 30 septembre,
Et ça n'est valable que pour les solutions donc vaccinales autorisées par l'Union européenne, ce qui va exclure certains produits qui n'ont pas d'AMM et qui sont administrés dans d'autres pays comme les Sputnik V, comme les Sinovac ou des solutions de ce type-là. Donc, c'est vraiment sur une base qui est un ensemble de produits agréés par l'Union européenne et dans le cadre des 4 cas que je vous ai présentés. Et c'est donc le pass sanitaire, c'est la preuve que l'on répond à un de ces 4 cas. Slide suivant. Alors, on n'est pas les seuls à utiliser le pass sanitaire. Celui qui a la plus grande antériorité, c'est Israël. À partir de février 2021, eux, ils ont vraiment quelque chose qui est assez restrictif. Ils passent même d'ailleurs vers une 3e dose pour pouvoir valider le pass sanitaire. Il faut que le test soit de moins de 24 heures ou un rétablissement de moins de 12 semaines. Ça expire en 6 mois et ça va être étendu aux enfants dès 3 ans, puisque Israël a pris la décision de l'étendre aux enfants dès 3 ans. Le Danemark, le 21 avril, il fallait un schéma complet, des tests de moins de 72 heures. Allô? On ne voit plus rien. Frédéric? Ouais, super. Et donc, Oui. au Danemark, ça a été aboli le 12 septembre. C'est-à-dire que le Danemark l'avait mis en place, il l'a aboli à la fois parce qu'ils ils considèrent qu'ils ont atteint leurs objectifs, dont des éléments de couverture vaccinale. On a également l'Italie qui a mis en place un Green Pass, mais qui est beaucoup moins contraignant, on le verra. C'est une dose ou un test de moins de 48 heures ou un certificat de rétablissement dans les moins de 6 mois. Alors après, on pourrait avoir d'autres exemples. On a l'Autriche, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, Portugal, Malte, la Grande-Bretagne, l'Islande, Québec, la Suède, la Norvège. La Suède et la Norvège ont aboli le pass sanitaire. Ils ont estimé qu'ils avaient atteint également leurs objectifs. Donc, il n'y a pas qu'un seul pays qui a mis en place le pass sanitaire et il est vraiment contraignant de manière différente selon les zones et selon les objectifs qui sont poursuivis, mais également selon les conceptions que les personnes qui ont mis en place ces passes sanitaires avaient vis-à-vis des restrictions qu'ils s'autorisaient ou pas par rapport à leur population. Slide suivant. Alors, c'est quoi les conséquences? En métropole, le pass sanitaire donne l'accès ou l'autorisation d'accès à certaines activités qui sont de facto non autorisées à ceux qui ne l'ont pas. Donc, il va créer un droit différencié d'accès en fonction du statut de la personne. Si on a un pass sanitaire, on autorise l'accès à certains lieux publics où on considère que le brassage de population est significatif, les foires, les fêtes, les discothèques. Depuis le 9 août, on autorise l'accès aux restaurants, mais pas les restaurants d'entreprise, c'est-à-dire qu'un restaurant classique va devoir présenter un pass sanitaire, un restaurant d'entreprise n'y est pas soumis. Demander au législateur pourquoi il a fait ça, mais ça, c'est encore autre chose. Les séminaires d'entreprise, les établissements médico-sociaux, les déplacements longue distance et puis les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Et ça permet également en France de voyager dans l'espace européen et donc également à certains pays qui sont rattachés à l'espace européen. Sachant qu'il y a un assouplissement qui a été décidé quand le taux d'incidence était inférieur à 200 pour 100 000. Alors, le taux d'incidence, on a commencé à en parler en Nouvelle-Calédonie, ils l'ont présenté il y a quelques jours. Ça va être la norme de présentation pour déterminer quel est l'état de la contamination en Nouvelle-Calédonie. Slide suivant. Alors, le pass sanitaire, il a un postulat. Le postulat, c'est que les détenteurs du pass présentent un risque réduit de transmission du virus. Ça, c'est vraiment le postulat de base qui a été posé. Et il a un objectif, plusieurs objectifs, qui sont diminuer la contamination dans les situations à risque, diminuer la pression sur le système de soins et sécuriser les entrées aux frontières. Donc, c'est une notion de contrôle sanitaire. Mais le Conseil d'État, si tu peux appuyer Frédéric, a mis en garde dans son avis du 19 juillet, il a dit attention, l'application du pass sanitaire tel qu'il est envisagé doit être justifiée par l'intérêt spécifique pour limiter la propagation de l'épidémie, mais ne doit pas être utilisé comme étant un objectif d'incitation à la vaccination pour les personnes qui ne le sont pas. Donc le Conseil d'État avait été assez clair dans son avis du 19 juillet.
Slide suivant. La question qu'il faut se poser maintenant, une fois qu'on a vu ce que c'était que le pass sanitaire, c'est est-ce que c'est efficace? Alors, clairement, les avis vont diverger sur l'efficacité du pass sanitaire. De ce qu'on peut lire dans la littérature, on a des points positifs ou considérés comme positifs, parce que forcément, ce qui est considéré comme positif par les uns ne l'est pas forcément par les autres. Et on a des points négatifs ou considérés comme tels qui sont listés. Et quand on regarde ce qui est listé comme point positif et point négatif, hop, si tu peux appuyer, Fred. Voilà, ça accélérerait la vaccination. C'est normalement pas un objectif, mais ça accélérerait la vaccination. Et ça diminuerait le nombre de personnes en réanimation. Les points négatifs, si on peut appuyer, ouais, ça n'empêcherait pas la propagation du virus, ça créerait un sentiment d'immunité pour les détenteurs du pass sanitaire, et puis on aurait des vaccinés contaminés qui continueraient à utiliser leur pass sanitaire, quand bien même ils sont contaminés, puisqu'on ne leur retire pas. Donc par rapport à ça, si on va un petit peu plus loin, ce qui était intéressant, c'est de voir quelles étaient les situations comparées. Donc là, sur la courbe que vous avez en fonction du temps, la proportion de la population éligible qui a été vaccinée avec une dose. Donc, le pays champion de toute catégorie, c'est Israël, hein, c'est celui qui s'est vacciné le plus rapidement. Et puis, vous avez un certain nombre de courbes. Alors, on a pris quelques exemples, Danemark, la France et l'Autriche. Quand on regarde à quel moment ils ont mis en place leur passe sanitaire, si tu peux appuyer, Fred. Voilà. On a des moments de mise en place qui sont différents. La France, c'est la courbe rouge. Hein. Et donc, si on appuie encore une fois, voilà. On a bien, et encore une fois, on a bien des effets d'accélération de vaccination, notamment en France, hein, puisqu'on a eu plus… Ah, non, il faut revenir en arrière. Voilà. On a eu plus 10 millions en un mois lors de la mise en place du pass sanitaire en France. On a eu un effet également au Danemark, mais on n'a pas eu d'effet en Israël, puisqu'il était déjà à un niveau important, et il n'y a pas eu vraiment non plus d'effet en Autriche, qui était sur une courbe qui était déjà ascendante et régulière. Donc le fait que ça accélère la vaccination première dose, oui, ça a un effet à ce niveau-là. Certains vont le considérer comme positif, d'autres vont le considérer comme négatif. Et en tout cas, c'est un objectif qui, normalement, n'est pas celui qui est affecté au pass sanitaire. Mais c'est un objectif induit qui a été constaté. Deuxième point, est-ce que le pass sanitaire diminue les ICU? Alors, les ICU, c'est les cas critiques, c'est les patients en réanimation. Ben là, ce n'est pas vraiment le cas. Quand on regarde la courbe des patients en réanimation en nombre de cas par million d'habitants, hein, ça c'est une courbe que vous pouvez trouver sur les données de World in Data, il y a des vraies questions qui se posent, notamment en Israël, hein, vous voyez c'est la courbe verte, où ils font face à des nouvelles vagues de contamination. Ils ont un pass sanitaire qui s'étend aujourd'hui jusqu'aux enfants de 3 ans et plus, et pour autant, ils continuent à avoir des évolutions sur le nombre de patients en réanimation. En métropole, quand on regarde où il a été mis en place, bah, c'est pareil. On ne peut pas dire qu'on a un effet de diminution du nombre de patients en réanimation, puisqu'on voit bien pour la France que la courbe, elle se réinfléchit. Alors là, elle a une évolution à nouveau à la baisse. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet positif à ce niveau-là. On continue. Est-ce qu'elle diminue le nombre de contaminations? Ben, là, c'est pareil, quand on regarde le nombre de cas par million d'habitants, je vous invite pareil à regarder les données de World in Data, il y a des questions qui se posent, notamment Israël, c'est vraiment le point qui pose de très très grosses questions, une population qui est quasiment complètement vaccinée, qui a un pass sanitaire qui est extrêmement restrictif, qui l'a enlevé, qui l'a remis, et qui se retrouve aujourd'hui avec un nombre de contaminations par million qui est à nouveau reparti à la hausse, et ce, malgré le fait qu'elle a mis en place un pass sanitaire. Continuons. Est-ce que ça limite les clusters? Alors, on a un vrai souci en métropole, c'est que
Il y a des clusters qui ont été identifiés dans des discothèques, dans des centres de vacances, alors que le pass sanitaire était obligatoire et les exemples se sont multipliés. Et une des explications, elle viendrait tout simplement du fait que l'intensité de la charge virale, elle est identique que l'on soit vacciné ou non, et elle serait maximale avant l'apparition des symptômes. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le pass sanitaire, peut avoir été vacciné, peut avoir été contaminé à nouveau, être contaminant, sans forcément avoir de symptômes. Il y a une autre explication qui est également apportée pour être objectif, c'est que les délais des tests PCR, donc là c'est les gens qui ne sont pas vaccinés mais qui produisent un test PCR, seraient trop longs. 72 heures, c'est trop long par rapport aux effets d'incubation et il faudrait pratiquement des délais de 24 heures si on voulait vraiment coller par rapport à la réalité de la dynamique de contamination sur le variant Delta. Continuons. Alors, le problème, c'est que le pass sanitaire, il présente des failles. Et ces failles, en fait, elles sont pour partie liées au fait qu'il a un taux de couverture qui est imparfait. Alors, il y a une étude anglaise qui n'a pas été encore validée, hein, elle a été pré-publiée, et elle met en lumière ce qu'on appelle les effets de diminution du R, donc le fameux R, le taux d'incidence. Et vous voyez bien, en fonction des mesures qui sont prises, donc si à un moment donné, vous fermez tous les commerces non essentiels, vous avez effectivement une forte réduction du R. Si vous fermez et vous autorisez, vous limitez tous les rassemblements, vous avez une forte réduction. Mais après, ça va dépendre du fait que vous autorisiez ou pas, ou qu'il y ait des gens qui le fassent, des réunions entre familles, au sein d'une même famille. Et donc, en fait, le pass sanitaire, si tu peux appuyer, Fred, s'il te plaît, ne concerne que la première partie. C'est-à-dire que même s'il est mis en place, il y a tout un tas de contaminations potentielles qui ne seront pas traitées par le pass sanitaire. Et donc, c'est comme si on fermait la porte, mais on laissait la fenêtre ouverte. D'où les effets de réduction sur le R qui sont en fait partiels de par la nature même de la couverture du pass sanitaire. Il ne prend pas en compte tous les cas sur lesquels on pourrait avoir une réduction du R. Slide suivant. Alors, c'est quoi l'impact sur l'économie? Alors là encore, les avis divergent, hein, puisqu'on a entendu tout et son contraire. Le ministre Bruno Le Maire nous a dit le pass sanitaire n'a pas d'impact sur l'économie. Regardez, on a des pourcentages qui sont relativement faibles, mais ces propos semblent contredits par des enquêtes qui ont été réalisées par plusieurs fédérations et syndicats qui ont estimé la perte de fréquentation entre 25 et 30% dans la restauration et l'hôtellerie. Et le MEDEF a alerté aussi sur la baisse de fréquentation dans les centres commerciaux. Alors, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais on avait fait un petit calcul, on avait discuté avec Joël. Si jamais dans une entreprise, vous perdez 30% de votre chiffre d'affaires sur 2 mois, votre résultat, c'est 0. Vous passez sous la barre et sous la ligne de flottaison parce que le résultat moyen des entreprises en Calédonie, c'est 5% du chiffre d'affaires. Vous faites 2 mois de confinement dans lequel vous perdez au moins 30% de chiffre d'affaires. C'est terminé, votre année, elle est foutue. Il y a eu des mesures d'assouplissement parce que le problème du pass sanitaire, c'est qu'il y a des failles, il y a des failles juridiques, et notamment il y a le tribunal administratif des Yvelines qui a enlevé le pass sanitaire dans les Yvelines parce qu'il y avait une restriction d'accès au commerce de plus de 20 000 m², mais il y avait une restriction d'accès au commerce essentiel, c'est-à-dire les commerces alimentaires. Donc, quand vous vous retrouviez dans une galerie où il y avait 20 000 m² ou plus, mais qu'il y avait les commerces essentiels, c'était considéré comme une restriction d'accès, alors qu'on devait laisser cet accès. Moralité, il est plus ou moins remis en cause dans certaines zones, et ça dépend, là encore, des magistrats qui sont souverains dans leur appréciation. En Nouvelle-Calédonie, la petite problématique qu'on a, c'est que 2/3 de la richesse produite, elle est liée à la consommation des ménages. Or, on a déjà des signes de ralentissement qui sont observés, hausse des prix, effet du référendum, manque de confiance des ménages. Donc, si on surajoute ne serait-ce qu'une petite réduction en lien avec la mise en place de mesures qui vont concerner une partie de la population, puisque tout le monde n'est pas vacciné encore, on a un risque non négligeable de continuer de poursuivre la baisse de l'activité et donc de mettre à mal des entreprises qui sont par ailleurs assez fragilisées. Suivant. Alors,
Au-delà, et moi je pense sincèrement que c'est là le vrai problème du pass sanitaire, hein, et encore une fois, sans avis ni prise de position, c'est qu'on est en train de créer une fracture au sein de la société, et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a beaucoup d'auteurs, hein, de philosophes, de professeurs d'éthique. Hein. On verra notamment Emmanuel Hirsch, qui est un professeur d'éthique en métropole, qui lui est un fervent défenseur de la vaccination et qui dit attention, on est en train de faire un peu tout et n'importe quoi. Et effectivement, quand vous regardez le pass sanitaire dans ses effets, slide suivant, il a un impact vraiment désastreux. Pourquoi? Parce que ceux qui sont pour le pass sanitaire disent « je défends l'intérêt général contre l'intérêt individuel, donc je défends la démocratie ». Donc ils disent « je me focalise sur les non-vaccinés ». Ils ne pensent qu'à eux, c'est pas normal. Ils estiment que les gens qui en ont vraiment besoin, qui ont vraiment besoin de soins, ils peuvent plus se soigner. Donc finalement, on va engorger les hôpitaux avec des gens, on se demande pourquoi on devrait les soigner. Et puis, ils sont prêts à mettre en place des mesures encore plus contraignantes. Ils veulent vraiment, pour eux, protéger l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. Ceux qui sont contre le pass sanitaire, ils nous disent on défend les libertés et l'équité, et donc la démocratie. Donc les deux défendent la démocratie, c'est quand même assez intéressant. Pour eux, l'obligation vaccinale, elle est déguisée. Alors, on a vu effectivement que même si le Conseil d'État avait dit non, ça ne doit pas être l'objectif, c'est un objectif de fait. Ils estiment également que les publics fragiles n'accéderont plus aux soins. C'est-à-dire que là, ce n'est pas de dire j'ai besoin d'être soigné, je ne vais plus pouvoir aller à l'hôpital, c'est puisqu'on m'impose quelque chose, je n'irai pas de toute façon à l'hôpital. Donc, dans les deux cas, il y a cette limite d'accès aux soins qui est mise en évidence comme étant un argument. Et ils mettent également en avant la privation des libertés, le prélude à la mise en place d'un contrôle social. Ils veulent protéger les citoyens des conséquences perçues comme dangereuses. Donc, dans les deux cas, c'est pratiquement ce que j'appelle moi du dogme. Hein, on défend les valeurs supérieures qui sont les valeurs de la démocratie. C'est un petit peu, excusez-moi, je vais faire un parallèle qui va sûrement être très mal interprété, mais c'est un petit peu comme ce qu'il y avait sur les ceintures des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était Gott mit uns. Oui, effectivement, dans les deux cas, on défend une cause qui est une cause très noble, qui est une cause qui va au-delà. Et puis, il y a un autre vrai problème, c'est qu'on est en train, avec cette situation, de créer des fractures. Tu peux passer, hein, Fred, c'est bon. On est en train de créer des fractures vraiment importantes au sein de la société. Et ça a été une des conséquences désastreuses de la crise sanitaire, c'est qu'on a un pouvoir qui était déjà plus ou moins coupé de sa base. C'était un peu moins vrai en Calédonie, mais c'est en train de se mettre en place. Le débat entre les gens du peuple, il s'auto-organise et il devient extrêmement virulent avec des contre-pouvoirs qui essayent d'agir à travers des manifestations, des associations. Et à côté de ça, on a des conseillers scientifiques et des lobbies qui ont une parole qui est totalement déconnectée du peuple. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort ou raison, j'en sais rien. Mais le problème, c'est que cette parole, elle n'est pas crédible, elle n'est plus crédible parce qu'elle s'est déjugée. Elle est allée dans un sens, puis dans un autre. Donc, à un moment donné, les gens ont perdu confiance. Et ils ont perdu confiance en plus avec des problématiques de conflit d'intérêts, avec des problématiques d'explication qui n'étaient pas très claires. Et à force de dissimuler l'information, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se renseignent. Alors, ils se renseignent bien, mal, ça, c'est pas le problème. Aujourd'hui, on a accès à toute une bibliothèque d'informations. Certaines sont fake, d'autres sont plus ou moins justes, d'autres sont justes. Selon le niveau des personnes, on se retrouve avec des gens qui ont pratiquement autant d'arguments dans un sens que dans l'autre. On continue d'alimenter cette fracture et surtout, les gens ne comprennent pas pourquoi on ne leur répond pas quand ils disent finalement, il y a peut-être d'autres solutions, on pourrait peut-être ne pas faire que. Et comme on n'a pas l'information et que cette information n'est pas présentée de manière transparente, on doute. Et quand on doute, à un moment donné, on remet en cause complètement le système jusqu'à remettre en cause les fondements même de ce qui fait notre démocratie et notre manière de vivre ensemble. Et le professeur d'éthique Emmanuel Hirsch, qui est, lui, comme je le disais, un fervent défenseur de la vaccination, a dit « Il n'y a rien de démocratique dans une pandémie. Ce qui peut l'être, c'est notre mobilisation pour la juguler. » Et il rajoute « La menace pandémique justifierait-elle que de manière progressive et inéluctable, nous apprenions à consentir des compromis qui, mois après mois, éviteraient la vie démocratique des valeurs qui la constituent. » Et là, on a vraiment un vrai souci de fond, c'est que cette crise, elle est en train de fracturer tous les fondements de la société, jusqu'à maintenant aller saper
potentiellement les fondements de notre démocratie et de notre système. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'on est en train d'opposer les gens. Moi, je suis les réseaux sociaux depuis un petit moment. Je vois les invectives, je vois les gens qui sont haineux. Et en fait, tout ça, c'est alimenté par de la peur d'un côté comme de l'autre. Peur qu'à un moment donné, on ait des conséquences si on se fait vacciner. Peur des conséquences s'il y a des non-vaccinés qui côtoient des vaccinés. Ça mène à de la haine et ça mène à rien de bon. Parce que si ça continue, c'est la société dans ses fondements même qui risque d'être mise à mal. Alors, on peut discuter du bien fondé ou pas de certaines mesures, des arguments des uns et des autres. Le fait est que, je l'ai dit, je le répète, moi, je n'ai pas peur du référendum du 12 décembre, j'ai bien plus peur des conséquences de la Covid sur la société en général. Et ça se vérifie tous les jours. Suivant. Alors, pour finir, et je n'irai pas plus loin, il me manque, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible, mais je pense qu'il me manque encore des éléments. La problématique, c'est qu'on va en fait opposer le pass sanitaire au confinement. On vous dit, bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres options? Ça, c'est à voir. On sait que le confinement, il y a un impact économique, un impact social, un impact sociétal. Le pass sanitaire, il y a un impact économique, un impact social, un impact sociétal. Et surtout, attention, la question de l'impact politique, elle commence à se poser de manière assez importante. On entend un bruit de fond. Alors, on verra si ce bruit de fond, c'est juste un bruit de couloir ou si c'est un phénomène qui est plus ou moins important. Que ce soit dans les milieux loyalistes ou les milieux indépendantistes, de gens qui vous disent bah, si c'est ça, moi, je ne vais pas voter au référendum. Si c'est ça, je ne voterai pas oui, je vais m'abstenir. Et on commence à avoir des choses assez étonnantes qui sont en train de rapprocher des gens qui, a priori, n'avaient pas lieu de se rapprocher. Donc, la question d'autres options mérite d'être posée, en tout cas de manière froide. Je ne pense pas qu'il y ait une solution miracle, ça n'existe pas. Mais je terminerai par la phrase de mon directeur d'école d'ingénieur qui disait de manière très pragmatique à problème ancien, solution nouvelle, à problème nouveau, solution originale. Et je pense que nous avons peut-être la possibilité ou l'opportunité d'avoir des solutions originales. On sait ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné par ailleurs. Ne soyons pas dogmatiques, essayons d'être pragmatiques. Et je terminerai là-dessus et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Stéphane. C'était très clair, limpide. Et là, on peut attendre. Vous pouvez poser des questions. Moi, je vais commencer par la première. Ce que tu dis là, à la fin en disant qu'il y a un impact politique, est-ce que tu penses que ce sera suffisant pour changer la donne du référendum? Alors, je ne suis pas Madame Soleil, hein. C'est un bruit pour le moment, c'est vraiment un bruit de fond. On l'entend d'un point de vue qualitatif, on le voit émerger sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas aujourd'hui de données fiables pour le mesurer, le pondérer. Peut-être qu'on arrivera à le faire, on verra, mais c'est clair qu'au moins ça questionne. C'est-à-dire que ce qui n'était jamais arrivé, c'est des gens qui ont des visions différentes pour la Nouvelle-Calédonie, pour ou contre l'indépendance, qui se retrouvent sur un terrain qui les transcende et qui finalement abolit toute notion pour ou contre l'indépendance. Ça n'est jamais arrivé. Donc ça mériterait, je pense, qu'on y accorde un petit peu d'attention. Une question de Jean-Marc, je te la lis. Ouais, au Danemark, le pass sanitaire, tu la vois? Oui, je la vois. Ouais. Alors en fait, effectivement, il faut rester, si on veut être le plus objectif possible, les pays qui ont enlevé leur passe sanitaire aujourd'hui, que ce soit la Suède, la Norvège, le Danemark, ils l'ont fait notamment parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient atteint leurs objectifs, dont des objectifs de vaccination. Maintenant, là où je resterai prudent, c'est que la notion d'immunité collective, sauf erreur de ma part, ça sera comme le Saint Graal. Hein. Vous allez la chercher, mais vous n'allez jamais la trouver. Hein. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y aura pas d'immunité collective. Je crois que là-dessus, enfin bon. Et tu penses que l'objectif en fait d'avoir suffisamment de personnes pour obtenir l'immunité est un leurre alors? C'est-à-dire qu'on est en train de mettre une politique sanitaire en place, mais qui n'aboutira pas à son objectif. Le problème, c'est que regardez ce qui se passe en Israël, ils sont tous vaccinés et c'est reparti comme en 40.
Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je crois, Joël, que tu as partagé avec moi une étude de l'INSERM. De ce que j'ai retenu, c'est qu'un quart des cas graves ont des origines génétiques. Rien à voir avec la vaccination. On n'est pas égaux, c'est tout. Donc, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on force des gens à quelque chose dont certains ne veulent pas. Et comme l'information n'est pas transparente, ben, on renforce leur opposition au lieu d'avoir quelque chose qui soit pédagogique, ouvert et transparent. Et ça, Emmanuel Hirsch l'a dit très clairement, on ne force pas des populations et surtout, on ne leur raconte pas de salade. C'est-à-dire que quand on présente une information partielle, les gens ne sont pas stupides. Il est possible qu'on ait des besoins, peut-être de toute la population, j'en sais rien, mais ça s'amène de manière ouverte. Quels sont les cas par tranche de population? Quels sont les cas graves par tranche de population? Est-ce qu'il y a des facteurs de comorbidité qui agissent? Et si oui, dans quel cadre? Et là, effectivement, on peut amener les gens à leur dire, écoutez, sur ces catégories-là, bah oui, c'est vraiment important. Sur d'autres catégories, on n'a pas ou on ne sait pas encore trop. L'OMS déconseille, par exemple, la vaccination des enfants de 12 à 17 ans. Je crois que c'est quelque chose qui est très envisagé. Donc, faut faire très attention. Les choses ne sont pas claires. On est loin de savoir tout sur cette pandémie. Et il faut raison garder. Je ne suis pas sûr. Moi, l'immunité collective, sincèrement, je lis beaucoup de choses sur non, c'est pas possible. Tu peux lire la question de Guy Olivier? Oui, traiter l'ensemble. Oui, bah oui. On a un souci, c'est la peur. On a des gens qui sont tétanisés par la peur. Il faut bien comprendre que quand on utilise le mot pandémie, on fait appel à notre inconscient, à notre mémoire collective qui nous ramène à la peste, à la grippe espagnole, à tous ces trucs-là. Donc on est sur la peur et c'est vraiment malheureusement quelque chose qui nous fait prendre peut-être des décisions parfois qui ne sont pas les meilleures. Encore une fois, on a la chance d'avoir été atteint après les autres, même si voilà, on aurait préféré ne pas l'être. Peut-être qu'il y a des choses qui fonctionnent ailleurs qu'il faut utiliser. Et la transparence, comme pour répondre à Frédéric, oui, la transparence, c'est le maître mot. Alors, le pass ne permet-il pas d'éviter une confrontation frontale entre pro et anti-vax? Je pense qu'au contraire, il va finir de séparer les pros et les anti-vax. C'est un des vrais problèmes. Le pass sanitaire, il a des effets que certains considèrent comme positifs, hein, c'est-à-dire qu'il va renforcer le taux de vaccination. Ok, très bien. Mais il oppose les gens parce qu'il y a des gens qui… Et puis, imaginez, c'est certains syndicats qui l'ont dit, à la SLN, ils ne sont pas vaccinés ou pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête les fours? Ça va être compliqué. Hein, enfin, bon. Oui, justement, là, à ce propos, je voudrais revenir sur l'aspect économique qui, moi, me fait le plus peur parce que on a vu, en fait, effectivement, qu'il y a une opposition… qu'il y avait eu une opposition sur la fréquentation notamment des bars et des restaurants. Or, tu faisais remarquer, hein, l'économie, le moteur, c'est quand même la consommation des ménages. Oui. Et est-ce que sur ce point, en fait, c'est pas là le vrai risque en fait systémique pour nous. C'est-à-dire, on est déjà très durement atteint, les entreprises sont très durement atteintes. Et rajouter de la peine à la peine, est-ce qu'on n'est pas en train de finalement d'achever les canards boiteux, comme dirait Raymond Barre? Alors, on a déjà eu cette discussion, Joël. Effectivement, le risque systémique, il est réel. Mais si demain, tu déverses, quoi qu'il en coûte, un volume d'argent phénoménal pour soutenir l'économie, le risque systémique, il sera reporté ou postponé à 6 mois ou à 1 an. Tout va dépendre de la nature des aides de l'État et de l'impact que ça va avoir sur le fait de pérenniser un tout petit peu les entreprises, mais qui sont déjà dans un état pas vraiment très cohérent. Hein. Il y a les amortissements des premiers PGE, il y a les baisses d'activité. C'est vraiment compliqué hein, d'un point de vue économique. Et pour répondre à Divi, c'est sûr que le pass sanitaire, un de ses effets induits,
en tout cas en métropole et en Autriche, ça a été d'augmenter la vaccination. La question qu'il faut se poser ici en Nouvelle-Calédonie, c'est est-ce qu'on n'a pas atteint déjà le réservoir des gens qui étaient à convaincre ou qui se seraient laissés convaincre. Quand on regarde les résultats du sondage qui avait été mené pour les assises de la Covid, on va peut-être gagner encore un peu plus, mais on va rester sur un bloc qui, a priori, développe son opposition. Je ne sais pas, j'avoue que là, je n'ai pas de réponse pour savoir si le pass sanitaire sera efficace pour ça ou pas. Maintenant, sur les autres solutions, si c'est pour faire vacciner les gens, encore une fois, il faudra peut-être que l'information soit plus transparente. C'est-à-dire que si demain, on sait, par exemple, qu'un groupe à facteur de risque, tranche d'âge et ou groupe culturel et ou facteur de comorbidité a X% de chance d'avoir une forme grave, peut-être qu'on pourra cibler plus efficacement ces personnes en leur expliquant. Mais aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il y a de plus en plus d'oppositions qui sont en train de naître parce que les gens n'ont plus confiance dans l'information qui est donnée et ils savent, comme on est un petit pays, qu'on leur ment. Il ne se passe pas un jour sans que vous ayez quelqu'un qui vous dise il se passe ci, il se passe ça. Vous avez un dernier exemple en date, c'est l'utilisation du remdesivir. Il faudrait peut-être poser la question de savoir si oui ou non il est utilisé en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est très embêtant. Parce que ça sape la confiance que les gens ont à la fois dans leurs autorités, dans leurs gouvernants, mais aussi dans leurs médecins et dans leur dimension scientifique. Et ça, c'est le plus grave. Parce qu'une fois que les gens ne croient plus en rien, c'est la foire du slip. C'est-à-dire que, bon. Stéphane, est-ce que les oppositions que tu évoques ne peuvent pas prendre aussi en Nouvelle-Calédonie des formes particulières que l'on a constatées notamment en Italie, où tu as des secteurs professionnels, je pense notamment aux routiers, qui ont commencé à se mettre en grève en disant si vous nous imposez effectivement l'obligation vaccinale, eh bien nous nous mettons en grève. Pour aller dans ton sens également sur la SLN, l'un des syndicalistes de la SLN évoquait, comme ce que tu as évoqué, que presque 70%, alors il faudrait vérifier bien sûr les chiffres, mais la part a priori est très significative des personnes qui travaillent au sein de l'usine de Doniambo et qui aujourd'hui ne sont pas vaccinées et qui sont un peu des réfractaires, comme le profil que tu évoquais. Et potentiellement, la traduction opérationnelle, c'est s'il y a une imposition, eh bien la grève va se poursuivre avec une usine qui devra fermer, quoi. Si on arrête les fours, c'est terminé. Le match est fini. Ils sont morts. Donc, c'est bien le souci. Moi, encore une fois, ce qui m'inquiète le plus, c'est ces oppositions qui sont en train de naître et qui font que les réactions vont être de plus en plus violentes et virulentes à mesure qu'on va approcher de la notion d'obligation ou de contrainte. Est-ce qu'il est encore temps d'avoir une communication plus transparente, une communication qui dit réellement, voilà, telle tranche d'âge, tel facteur, voilà le risque, en votre âme et conscience, voilà pourquoi vous devriez le faire parce que le bénéfice-risque, il est comme ci, comme ça. Je ne sais pas, je n'ai pas de sondage sur le sujet. Ce que je vois malheureusement, c'est qu'on avait une proportion d'indécis de réfractaires qui était significative. J'étais que sur le Grand Nouméa, je ne prenais pas en compte la brousse. Et que je vois par ailleurs que la population se fracture de plus en plus. Et ça va faire des dégâts extrêmement importants. Parce que c'est de la haine. Là, ce n'est pas de l'opposition politique. C'est de la haine, ni plus ni moins. Donc l'autre, à la limite, si on pouvait lui foutre une balle, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est un danger. On va. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais les réseaux sociaux, c'est un peu un effet d'escalade aussi. Oui. On dit beaucoup de choses, mais on en fait peu finalement, heureusement. On prend la dernière question de Jean-Marc et puis après on va passer la parole à la Charlotte. Peut-on imaginer une sorte de... Pourquoi pas, mais il faudrait peut-être que la toute-puissante tour d'ivoire de la DAS soit un peu fracturée et un peu plus transparente. Ce sera le seul jugement de valeur que je porterai ce soir. Ok. Charlotte, on va passer. Attends, hop, on te remercie beaucoup. Merci. Stéphane, c'était très clair, limpide, impeccable, comme d'habitude, j'allais dire.
Et on va passer la parole à Charlotte, qui va là voir les différents freins et leviers pour voir si on peut mettre en place quelque chose. La dernière fois, c'était la sénatrice qui avait dit en fait qu'on avait besoin d'un un crisis data hub pour essayer de voir s'il y avait une possibilité d'avoir un outil efficace malgré les problèmes des contraintes législatives. Et là, aujourd'hui, Charlotte va essayer de voir un petit peu comment, en Calédonie, on peut le décliner et voir si on peut le mettre en place. C'est ça? Oui, je vais même brosser, on va dire, plusieurs pistes technologiques. Donc, pour répondre au thème que Joël m'a proposé, donc qui est le suivant: quels sont les freins et les leviers pour la mise en place d'un dispositif numérique de lutte contre le virus en Nouvelle-Calédonie? Donc, moi, j'ai choisi de ne pas avoir de diaporama. Je vais essayer d'être claire et de commencer mon propos par ces mots. En disant effectivement, en 2020, comme l'ensemble des pays du globe, la Nouvelle-Calédonie, petit territoire insulaire du Pacifique, avec nos 300 000 habitants, donc nous avons vécu la crise sanitaire en ayant toutefois le privilège quand même de figurer pendant 1 an et demi parmi les quelques exceptions des territoires Covid-free, au même titre que la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou l'Islande. Et c'est vrai que début du mois de septembre 2021, on a vu arriver le variant. Il est rentré violemment en fait sur les territoires et il a plongé les Calédoniens dans ce 3e confinement que nous vivons. Mais cette fois-ci, le contexte de l'épidémie, il est très différent des précédents. Le nombre de malades augmente rapidement chaque jour et au bout de quelques jours seulement, on a vu les autorités nous alerter sur l'asphyxie annoncée du système hospitalier. Et à quelques jours du début de cette guerre contre le virus, le territoire a déjà mis en place une réserve sanitaire, tellement les professionnels de santé étaient en sous-effectif. Donc on voit bien, on a senti, comme le disait Stéphane, cette pression politique, sociale, scander l'urgence de se faire vacciner pour freiner l'épidémie. Et la vaccination donc est même rendue obligatoire pour tous les Calédoniens, sous peine de sanctions à partir du 31 décembre. Et ça, c'est aussi une situation assez inédite, cette obligation assez large de la population. Alors la question, c'est: est-ce que la Nouvelle-Calédonie en aurait pu éviter cette situation de crise en anticipant davantage? Est-ce que la Nouvelle-Calédonie aurait pu éviter une 3e crise qui, comme le disaient Joël et Stéphane, nous met sérieusement en danger, en tout cas met en danger son système de santé en première ligne, son économie et le bien-être social dont parlait Stéphane. Et en juin 2021, donc porté par 3 sénateurs français de la délégation à la prospective, donc il y a un rapport qui a été écrit sur le sujet des crises sanitaires et des outils numériques, en proposant concrètement des mesures technologiques pour répondre à la crise. Donc ce rapport, il nous explique quoi? Il nous explique comment le recours à des outils numériques peut permettre de contenir la propagation du virus en imposant une surveillance accrue des personnes positives ou des cas contacts, afin de permettre au reste de la population de vivre normalement. Si on se résume, l'idée c'est: est-ce que la surveillance numérique acceptée d'une très faible part de la population permettrait à la majorité de continuer leur activité quotidienne? Donc ça, cette promesse, elle fait un peu rêver. Est-ce qu'elle est possible? Et la proposition phare, en fait, de ces sénateurs, c'est de créer un Crisis Health Data Hub, un serveur, finalement, sécurisé, mais vraiment utilisé à des fins de gestion de crise, qui puisse être activé seulement en situation d'état d'urgence. Et il permettrait finalement de disposer de toute la capacité d'analyse des données pour contrer la propagation du virus. Mais pour que cette situation elle soit possible, il faut déjà que les systèmes informatiques de la filière santé et de l'administration publique soient suffisamment développés. Il faut qu'ils soient interopérables et il faut bien sûr qu'ils soient sécurisés. Et il faut aussi que le citoyen il ait suffisamment confiance. Et là, comme le disait Stéphane, on voit que cette confiance, elle s'effiloche lentement, elle est très, très sensible. Il faut que le citoyen ait confiance en l'administration pour sécuriser ses données personnelles et comprendre que ces données sont utilisées à des fins de protection sanitaire.
Et les sénateurs, d'ailleurs, dans leur argumentaire, ils rappellent que tous les internautes du monde, hein, que nous sommes, on envoie pourtant des données personnelles tous les jours aux géants du web, à Facebook, à Google et autres, sans se soucier outre mesure en fait de la réutilisation de ces données à des fins purement commerciales. Et là, dans cette idée, lorsqu'il s'agirait de transmettre à l'État des données personnelles à des fins de santé publique, bon, l'opinion pourrait effectivement avoir des doutes et être en défiance par rapport à cette situation. Donc, au regard en fait des préconisations formulées par le rapport des sénateurs, est-ce que la Nouvelle-Calédonie pourrait expérimenter un modèle en fait suffisamment efficace, efficient pour éviter un nouveau confinement et peut-être mieux gérer la crise à l'image des pays asiatiques? Et dans ce modèle, quelles solutions technologiques existent déjà à l'échelle de notre territoire et pourraient être utilisées rapidement? C'est ce que je vais un petit peu vous montrer. Et dans ce scénario actuel là que nous vivons, quels sont les freins et les leviers possibles à actionner? Alors, pour partager déjà une vision globale des enjeux actuels et du rôle possible des outils numériques, je voudrais vous inviter en fait à suivre la vie en fait de deux océaniens types, et puis je vous propose qu'on les appelle au hasard Vaiana et Maui. Donc Vaiana et Maui, ce sont deux jeunes adultes, ils sont mélanésiens, ils habitent en France et après avoir étudié et travaillé un peu, et dans le contexte sanitaire, ils souhaitent revenir en Nouvelle-Calédonie pour retrouver leur famille. Donc Vaiana, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remplit le dossier du gouvernement pour pouvoir être rapatriée. Et là, il y a un premier fichier conçu par les services administratifs qui donc enregistre les coordonnées personnelles du couple. Les compagnies aériennes Air France, KLM, Air Calin enregistrent à leur tour ces nouveaux passagers dans leur base de données commerciale. Et Vaiana et Maui doivent fournir les résultats de leurs tests de dépistage réalisés dans les moins de 72 heures avant leur vol. Donc, ces informations sont présentées à l'embarquement et elles aussi saisies dans un fichier informatisé. À l'arrivée du seul aéroport international de Calédonie, Vaiana et Maui sont contrôlés par les services de douane et le service de contrôle sanitaire. Donc là, à ce moment-là, leur régularité administrative et leurs déclarations sont enregistrées par les autorités dans, de nouveau, des bases de données respectives. Vaiana et Maui n'en ont pas fini encore, elles doivent remplir un formulaire de recensement en ligne sur le site démarche.gouv.nc, puis se soumettre à la quarantaine obligatoire de 15 jours. Imaginons qu'on est de nouveau dans ce cas-là. Et pendant leur séjour imposé à l'hôtel, on leur recommande de prendre leur température sur un bout de papier. Oui, parce qu'effectivement, c'est comme ça que le document est proposé en ligne sur le site démarche.gouv.nc pour s'auto-surveiller. Donc, sur ces premières étapes du parcours de Vaiana et Maui, on se rend compte de la multiplicité déjà des fichiers informatiques qui contiennent leurs données personnelles. Et dans cette situation de crise sanitaire, on peut se poser la question, est-ce que les autorités, elles pourraient obtenir le consentement des voyageurs afin de pouvoir croiser à minima certains fichiers tels que leur identité et les résultats des tests de dépistage. Donc, ce premier fichier constituerait alors une première base d'individus potentiellement à risque qu'il faudrait ensuite suivre et éventuellement soigner dans les jours à venir. Donc ça, hypothèse qui aurait pu effectivement se faire vu que le virus entre par une seule porte en Nouvelle-Calédonie. Mais sous couvert des dispositions de la CNIL qui s'appliquent à la Nouvelle-Calédonie, il est évident qu'une telle initiative n'ait pas forcément été mise en place. Donc maintenant, ils sont placés en quatorzaine et on peut se poser la question, quels moyens ont été mis en place pour garantir leur bonne foi à Vaiana et Maui à ne pas sortir et donc à ne pas mettre en danger autrui? Donc, si des services de sécurité ont été mobilisés au sein des hôtels, si des agents aussi de contrôle pouvaient passer au domicile des personnes, aucune mesure de surveillance numérique n'a été mise en place pour garantir la bonne foi des personnes confinées. Pourtant, dans d'autres pays, les caméras de vidéosurveillance ont par exemple été utilisées à ces fins. Et depuis août 2021, les Japonais qui ne respectaient pas les consignes sont nominativement dénoncés publiquement et couverts de honte. Donc, ça peut même aller loin dans certains pays. C'est ce qu'on appelle le name and shame.
Et finalement, les opérateurs aussi de télécom de tous les pays, ils sont tous en mesure aujourd'hui d'utiliser la géolocalisation des smartphones pour repérer les mouvements, les déplacements des individus. Dès mars 2020, le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, s'est entretenu avec plusieurs opérateurs comme Orange ou Deutsche Telekom pour leur demander de fournir les données mobiles liées au déplacement de leurs clients. Et une fois les données agrégées et anonymisées, l'objectif serait de suivre en temps réel la propagation de la maladie afin de savoir où les demandes de matériel médical pouvaient être les plus pressantes. Donc, alors que les pays européens, et on en fait partie d'une certaine manière, en tout cas, on en hérite pas mal de choses, sont encore en train de discuter RGPD. D'autres pays comme Israël ou Taïwan ont déjà autorisé ce process et ont jubilé beaucoup plus rapidement la propagation de la maladie sur leur territoire. Donc, en Nouvelle-Calédonie, avec seulement 66% de la population équipée en smartphone, chiffre du baromètre 2018, et une couverture Internet assez irrégulière quand même sur le territoire, ça pourrait être l'option de l'objet connecté qui pourrait être une idée appropriée. Mais à aucun moment, cette option n'a été évoquée publiquement par les décideurs politiques, sûrement parce que le nombre de malades sur les 2 premières crises ne le justifiait vraiment pas, et peut-être aujourd'hui, en ce moment, par peur de la réaction des citoyens dans notre crise récente. Pourtant, aujourd'hui, le fait d'avoir aussi un seul opérateur de télécom, en tout cas sur le sujet de la géolocalisation, ça pourrait permettre d'aller vite pour tracer la propagation du virus. Revenons à Havaiana et Maui. Ils sortent de quatorzaine. Ils sont heureux, forcément, de revoir leur famille. Et imaginons qu'ils célèbrent leur retour avec des amis. Mais au bout de quelques jours, Maui commence à sentir des symptômes du virus. Il est identifié comme une personne en surpoids. Il est particulièrement sensible aux effets du Covid et son état se dégrade. Il attend pourtant plusieurs jours avant de se déclarer aux autorités pour être pris en charge à l'hôpital. Et s'il avait été en Corée, Maui aurait pu utiliser une montre ou un thermomètre connecté avant que son état de santé soit suivi par des médecins à distance. S'il avait été en Nouvelle-Zélande, peut-être que les agents frontaliers lui auraient proposé dès l'aéroport de télécharger l'application Elarm sur un appareil capable de mesurer les performances sportives pour vérifier son rythme cardiaque, sa température ou même sa saturation en oxygène. À l'origine de ce développement, il y a une petite entreprise qui s'appelle Datamine qui affirme pouvoir détecter les signes avant-coureurs du Covid avec une précision de 90% jusqu'à 3 jours avant les premiers symptômes. Donc Maui, finalement, il est pris en charge. Et à l'arrivée des urgences, on l'enregistre dans le système informatique de l'hôpital. Et Maui, même s'il a passé son enfance en Nouvelle-Calédonie, il n'y a aucun moyen pour les médecins de récupérer les informations médicales le concernant. S'il avait été en Australie, Maui aurait pu ouvrir son dossier médical depuis 2012, le Personally Controlled Electronic Health Record. Les médecins auraient pu consulter ce dossier en quelques clics afin d'adapter la posologie médicamenteuse tenant compte de ses antécédents. Et en 2021, la Nouvelle-Calédonie ne possède pas de dossier médical partagé qui permette de croiser les données médicales des praticiens consultés en cabinet libéral ou à l'hôpital. Pourtant, ce sujet du dossier médical partagé, il est lancé en France depuis 2004 et il a déjà été abordé lors des premières assises de la santé tenues à la Commission du Pacifique Sud en 2012 à Nouméa. J'y étais, j'ai retrouvé les archives. Et pour que le dossier médical partagé soit efficace, il est important qu'il s'appuie sur une identité numérique du patient. C'est l'équivalent en fait du numéro qu'on appelle NIR en France, le numéro national de santé, qui est l'identifiant unique de santé depuis, et c'est très récent, la loi du 24 juillet 2019. Ce DMP, il impose aussi une numérisation, une interopérabilité et une sécurisation des fichiers de suivi des patients pour l'ensemble des professions médicales. Donc, dans le cas de la crise Covid, il est important d'alerter les personnes que Maui a croisées en fait sur la période des derniers jours, c'est-à-dire sa famille, c'est-à-dire ses amis, mais aussi ses voisins de résidence et peut-être même plus globalement les personnes qu'il a croisées dans les magasins. Parce que là, force est de constater que Maui a forcément été contaminé par un cas autochtone. Et c'est là où les applications mobiles, telles que développées en fait par 30 pays là depuis 2020, devraient avoir un intérêt.
c'est bien l'application Tous Anti-Covid développée par la France, mais qui a une faille, qui a des failles, on va dire, technologiques, à la fois en fait dans l'ergonomie, dans les solutions en fait techniques qu'elle utilise, c'est-à-dire qu'elle impose que le Bluetooth des personnes soit activé, donc ça décharge complètement le téléphone, c'est pas du tout intéressant pour les personnes qui le téléchargent, et puis qui ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui, l'utilisateur ne se sent pas intéressé et il ne comprend pas en fait l'impact qu'il va avoir. Donc, les taux de téléchargement restent faibles, à la fois par manque de conviction, d'intérêt et de simplicité en fait des applis qui sont développées. En Nouvelle-Calédonie, la troisième vague, donc que nous vivons là en septembre 2021, c'est vrai qu'elle est sans commune mesure à l'échelle du système sanitaire du pays, puisqu'on a entre 200, 300, 400 nouveaux cas locaux chaque jour, et donc on voit effectivement ces clusters qui ont émergé partout. Et la capacité humaine des enquêteurs téléphoniques, elle est clairement dépassée. Un échantillonnage des eaux de la station d'épuration du quartier de Maui montre que le virus est présent dans le quartier. Et peut-être aurait-il pu être prévenu par le bureau de santé environnementale si un système d'information au public avait pu être mis en place. Par exemple, la ville de Marseille, en France, utilise les résultats des tests des eaux usées pour permettre de prévoir une semaine avant l'évolution des clusters. Hier, le ministre calédonien en charge de la modernisation du secteur public est venu soutenir les équipes médicales au Medipôle. Il a vu Maui, là, allongé, derrière la vitre de l'espace de réanimation. C'était son ami. Donc ce récit nous montre que les outils numériques auraient pu être utiles à plusieurs étapes du parcours de Maui. D'abord, dans le parcours administratif pour lui faciliter les démarches en ligne et favoriser l'interopérabilité entre les systèmes transfrontaliers et nationaux. Cette étape impose un niveau de dématérialisation de l'administration publique beaucoup plus avancé qu'il ne l'est actuellement. Ensuite, pendant la période sensible de la quatorzaine, des capteurs numériques auraient pu surveiller ponctuellement et de façon très ciblée le respect à la fois de l'autoconfinement, mais aussi l'état de santé de Vaiana et de Maui. Cette gestion impose d'obtenir le consentement des personnes à être surveillées sur un laps de temps court, on parle par exemple de la quatorzaine, et cela impose aussi l'achat d'objets connectés, donc soit par la force publique, soit par le citoyen lui-même. Lorsque Maui est de retour parmi les siens et qu'il se déclare malade, il ne dispose d'aucun moyen technologique pour retracer rapidement en fait tous les cas contacts. Les autorités publiques sont hélas aussi peu coordonnées pour mutualiser leurs forces technologiques. Et là, à ce stade, la Nouvelle-Calédonie a vraiment des gros progrès à faire. Enfin, pendant la période de prise en charge médicale, et ce pour optimiser les protocoles de soins adaptés aux malades et à Maui, il faut que la filière santé ait digitalisé ses procédures et qu'elle travaille avec des systèmes d'information robustes. Donc, où est-ce qu'on en est véritablement en Nouvelle-Calédonie en matière de e-santé ? Force est de constater que la Nouvelle-Calédonie, elle a véritablement travaillé ces dernières années sur des solutions stratégiques, organisationnelles et technologiques pour améliorer son système de santé. Plusieurs pièces du puzzle sont là. Oui, elles sont là, elles sont vraiment là, mais dès qu'il s'agit de les assembler pour créer de la cohérence, du partage et de l'efficacité, des blocages et des freins apparaissent. Quelques dates clés que je vais partager avec vous montrent que les enjeux de la e-santé ne datent pas d'hier. Donc, en avril 2012, les premières assises de la santé organisées à la CPS abordaient déjà l'intérêt de dématérialiser les flux de santé, proposaient déjà un portail numérique dédié aux praticiens préfigurant le dossier médical partagé, ainsi que le sujet de l'identifiant unique pour améliorer le suivi médical des patients et l'optimisation, ça c'est important, des coûts de santé. Et parmi les actions prioritaires figuraient aussi les enjeux de l'interopérabilité, le partage et la mise en place d'une infrastructure numérique dédiée et surtout sécurisée. En 2015, les secondes assises de la santé ont permis de lancer le travail sur des pistes d'amélioration du système. Elles ont été accueillies sur le campus universitaire de Nouville. Elles ont connu une bonne participation des professionnels en présence des élus, mais aussi des citoyens. Et tous ont pu travailler au sein d'ateliers
Et cette méthode choisie pour travailler sur le système de santé a été appréciée, en tout cas c'est ce que ressortait de cette journée, comme le constatait Valentine Rizouquier, qui était membre du gouvernement en charge de la santé, de la jeunesse et des sports. En 2018, un rapport d'analyse sur l'organisation, la gouvernance, le pilotage et la régulation du système de protection sociale et de santé, qui a été mené par 2 inspecteurs des affaires sociales, précise qu'en Nouvelle-Calédonie, je cite, « La disponibilité des données est trop faible pour asseoir solidement un processus de décision. Les systèmes d'information, comme ceux de la CAFAT, des hôpitaux, ne sont pas assez performants et surtout ne sont pas interopérables. Le dispositif de cotation des actes médicaux est archaïque. Il manque des données chiffrées, robustes, non contestables, couvrant la totalité de l'activité, disponibles à bonne date et partagées entre tous les acteurs en amont de la prise de décision. » Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a soutenu la mise en place d'une nouvelle stratégie en matière de santé à travers la stratégie que vous connaissez qui s'appelle DOCAMO et qui offre une perspective 2018-2028. Cette stratégie a le mérite d'avoir été menée en concertation avec citoyens et professionnels et apporte des préconisations sur 3 grands axes. Construire un modèle économique du système de santé, construire une nouvelle gouvernance et assurer une offre de soins efficiente, à la fois grâce à la prévention renforcée, mais aussi coordonnée avec l'offre de soins. Et depuis 2018, l'équipe d'Ocamo, elle est à pied d'œuvre, utilisant des méthodes de travail nouvelles pour l'administration, parce qu'elle allie à la fois la concertation, on l'a entendu, des parties prenantes, et des méthodes agiles de design thinking qui mettent le citoyen au centre des réflexions. Et voici une liste de quelques chantiers numériques portés depuis 2018 par l'équipe d'Ocamo, travaillés d'ailleurs avec plusieurs directions du gouvernement, dont la direction numérique, la DINUM. Premier chantier, un GIP qui a été constitué en fait pour fédérer les acteurs autour d'une plateforme numérique. Et il y a une délibération assez récente, du 30 décembre 2020, qui valide la participation du gouvernement au groupe d'intérêt général qui s'appelle le Système d'information santé sociale, le GIP SI2S. Apparemment, ce GIP attend d'être animé pour pouvoir agir plus fortement. L'identifiant national de santé n'est pour l'instant pas d'actualité au niveau de la Nouvelle-Calédonie et seul l'identifiant administratif NC Connect permet aux Calédoniens d'effectuer leurs démarches en ligne, par exemple pour les impôts ou pour les immatriculations automobiles. 3e chantier, au cœur de l'interopérabilité et de la sécurisation des données, il existe un data center à l'hôpital, au CHT, qui devait être d'ailleurs en cours de certification pour sécuriser les données de santé. Et a priori, 1 milliard de CFP devait être alloué à ce projet. Et donc là, à l'image du Health Data Hub français cité par les sénateurs, cet entrepôt de données pourrait développer des nouveaux services à terme et favoriser la mise en relation de tous les acteurs du secteur. Identifié comme un maillon essentiel par le rapport des sénateurs cités plus haut, notamment en cas d'urgence sanitaire déclarée, ce data center doit permettre le croisement des fichiers pour faciliter des actions de traçabilité des patients positifs ou des cas contacts. C'est comme ça, en tout cas, qu'il pourrait potentiellement être utilisé, si on le souhaitait, pour améliorer la traçabilité autour du Covid. L'équipe d'Ocamo a aussi travaillé sur l'ouverture des données. On parlait de confiance et on voit de plus en plus que les acteurs publics font gage de transparence en ouvrant leurs jeux de données. Et aujourd'hui, on compte 39 jeux de données hébergés et disponibles sur le site datagouv.nc, permettant le développement de services applicatifs ou le travaux de recherche, par exemple. Et dernier chantier, à ma connaissance, un observatoire des données de santé faisait également partie des chantiers numériques portés par l'équipe d'Ocamo. Donc après cette revue, force est de constater que la Nouvelle-Calédonie n'est pas suffisamment engagée sur la e-santé, alors qu'elle en cerne les enjeux depuis 2012 et qu'elle s'est dotée d'une stratégie et d'une équipe projet depuis 2018. Dans les faits, j'ai appris que le gouvernement n'a pas reconduit l'équipe d'Ocamo, qui pourtant devait l'être en début d'année 2021, puis à la suite du 17e gouvernement en juillet. Donc le territoire navigue donc aujourd'hui totalement à vue, en s'étant privé de ses forces stratégiques et opérationnelles.
Et plongé maintenant dans l'état d'urgence sanitaire depuis le 8 septembre 2021, le gouvernement calédonien agit dans la hâte à coups de cellules de crise successives. Et les services informatiques sont forcément, là, ils sont en ce moment à pied d'œuvre pour mettre en place une application, Christopher Giguès l'a annoncé aujourd'hui, faisant office de passe sanitaire. Il a cité d'ailleurs la solution française qui s'appelle Tous Anti-Covid. Et peut-être y aura-t-il usage, on ne sait pas, de l'identifiant NC Connect comme clé d'entrée. Pas forcément, on verra. Reste à savoir donc quelle solution technologique a été choisie, avec quel service, avec quel degré de sécurisation, et puis surtout avec quel degré d'adoption de ce type d'outils, on le verra. Donc pour finir, je voudrais effectivement évoquer avec vous très précisément les freins et les leviers, en tout cas ouvrir des questions là-dessus. Donc quels freins? Pour tenter d'expliquer cette situation, on peut essayer d'identifier quelques freins. Est-ce que les freins pourraient être effectivement socio-culturels? Alors, il est vrai que les citoyens calédoniens, notamment lorsqu'ils résident hors de Nouméa, ce ne sont pas les plus technophiles du monde. Et la fracture numérique, même si elle existe encore un peu au niveau de la couverture Internet fixe et mobile, elle est surtout aujourd'hui présente au niveau des usages, cette fracture numérique. Parce qu'effectivement, l'OPT annonce que la couverture 4G, aujourd'hui, elle s'étend à 82% du territoire et concerne 96% des Calédoniens. Donc, cette fracture numérique, aujourd'hui, elle existe, mais vraiment au niveau des usages, au niveau de l'appropriation des outils numériques. Et pourtant, dès le premier confinement, face à la peur du virus, le représentant du Sénat coutumier n'hésitait pas à dire que, je cite, « la protection de la vie humaine mérite les décisions les plus draconiennes ». Et donc, peut-être qu'une solution technologique, si elle est accompagnée, si elle est expliquée, comme le disait aussi Stéphane, peut-être qu'elle pourrait être utile. Finalement, entre la peur du virus et la peur de se voir davantage surveillé technologiquement, c'est vraiment le débat que la société calédonienne doit être en mesure de trancher. Mais si on lui explique correctement les avantages et les inconvénients, et finalement, la confiance des citoyens, elle dépendra en fait des promesses tenues ou non par la technologie, tout autant que de l'éthique dans l'usage et puis surtout de l'utilité des solutions qui sont proposées. Deuxième famille de freins que je pose, est-ce que ces freins seraient financiers? Alors, pour un territoire, l'engagement sur la e-santé, c'est forcément un investissement important et c'est un investissement de long terme. Et là, effectivement, on est possiblement vraiment dans un manque de financement, en tout cas d'investissement. Et aujourd'hui, on constate que le taux de digitalisation des professionnels de santé, il se fait uniquement à leur bon vouloir. Il n'y a pas vraiment de stratégie de fond, d'accompagnement en fait, qui les aide à se digitaliser. D'ailleurs, c'est souvent le choix des plus jeunes praticiens qui font partie des générations digitales. Pourtant, il y a un rapport de l'Institut Montaigne qui est publié en juin 2020 qui estime que le développement de la e-santé à l'échelle de la France, là c'est leur terrain d'analyse, est susceptible d'apporter à minima entre 16 et 22 milliards d'euros de gains de performance, de création de valeur, de création en fait de services. Et ce potentiel se matérialise à travers 5 axes de progrès: autonomiser les patients, dématérialiser les échanges, le développement de la télémédecine, l'automatisation des processus aussi logistiques, de transport, de médicaments, etc. Et l'appui aussi à la décision médicale et paramédicale. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, finalement, cette filière santé, il faut qu'elle devienne prioritaire à court terme, mais surtout à long terme. Et petite piste aussi, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons en fait des acteurs comme la Caisse des dépôts qui est présente et qui pourrait être un partenaire de choix dans l'accompagnement financier et même en expertise de cette stratégie, parce que la Caisse des dépôts, dès les années 2004, était aux premières lignes de ces sujets, et notamment du dossier médical personnel partagé. Troisième catégorie de freins, est-ce que ces freins seraient politiques? Alors, c'est vrai que les portefeuilles du numérique et de la santé, ils sont éclatés entre plusieurs membres du gouvernement. L'un qui porte l'économie numérique, l'autre qui porte la digitalisation de l'administration publique, et puis donc il y en a un troisième qui est chargé de la santé publique. Donc, est-ce que ces trois membres seraient capables d'unir davantage leurs forces pour relever les défis imposés et booster ces actions en matière de e-santé? Question ouverte.
Et dans un contexte politique tendu que l'on connaît, hein, on s'affronte le oui et le non pour l'indépendance, est-ce que les décideurs n'ont peut-être pas le courage en fait d'entreprendre des réformes de fond? En tout cas, la crise sanitaire que nous traversons est un révélateur de cette absence de portage politique et de vision nécessaire à long terme. Et à l'image de Jacinda Ardern, hein, qui se présente devant des unis contre le Covid, elle est très positivement perçue par ses concitoyens et elle montre que les acteurs politiques pourraient regagner en fait la confiance de leurs citoyens si ils ont le courage de relever les défis en fait pour amener de la reconnaissance et de reconnaissance qui pourrait même se traduire d'ailleurs dans les urnes. Donc moi je suis assez optimiste en me disant que l'union des forces contre cet ennemi extérieur devrait être justement un moyen de davantage rassembler et devrait être un pas de côté stratégique, en tout cas dans la stratégie politique, pour démontrer un vrai bon sens face à l'urgence. De l'autre côté, quels sont les leviers? Donc, à l'image de la feuille de route française qui s'intitule Numérique en santé et qui impose d'accélérer le virage numérique en 2022, il est important de travailler sur l'ensemble des étages de notre propre maison sanitaire. D'abord, il faut assurer la gouvernance et la structuration d'une filière santé qui soit forte et visible en Nouvelle-Calédonie et effectivement bien représentée au sein de cet outil qui existe, hein, le GIP Santé. Il faut donc accompagner la digitalisation de l'écosystème et mieux anticiper la gestion des futures crises sanitaires. Deuxième levier, il faut poursuivre le travail engagé par l'équipe d'Ocamo, dont les chantiers numériques prioritaires semblent être l'identifiant de santé, l'entrepôt sécurisé de données, hein, le fameux Data Hub, et le développement de nouveaux services. Donc là, il est vraiment important de garder des compétences qui soient en charge de conduire la transformation digitale des secteurs publics de santé, et ce sur le long terme. Et là, on a plutôt l'impression que la courbe des compétences, elle va plutôt à l'envers. Troisième levier, la recherche de financement, qui pourrait être des financements extérieurs, mais aussi nationaux, pour soutenir forcément la viabilité du système de santé et sa digitalisation, l'investissement dans la formation et le recrutement des compétences, et essayer aussi, peut-être pour mieux convaincre, de calculer les retours sur investissement de justement cette digitalisation. Quatrième levier, mener des efforts de communication renforcés sur la prévention sanitaire. Stéphane le disait tout à l'heure, il faut davantage expliquer, et puis il faut davantage expliquer avec les codes. Moi, j'ai une amie psychologue qui me disait il faut utiliser les codes des communautés pour que derrière, il y ait vraiment des déclics beaucoup plus rapides. Cinquième levier, l'appel au monde économique. C'est un levier incontournable, peut-être pas suffisamment utilisé par la puissance publique. Alors, je sais que de façon timide, le gouvernement a fait appel au cluster des professionnels du numérique, Open, pour optimiser la gestion en fait du call center du gouvernement. Après, je me posais aussi la question, est-ce que les startups comme Rendez-vous.nc ou Allo Médecin ont été suffisamment mobilisées pour éviter les croisements de patients dans les cabinets médicaux? Sixième levier, la mise en place de challenges d'innovation. C'est-à-dire qu'à l'exemple des concours lancés dès 2020 dans de nombreux pays européens, pourquoi ne pas mobiliser nos ressources locales de recherche? Alors, à la fois via le CRESICA, pourquoi pas, hein, sur la partie épidémiologique et données de santé, mais aussi l'écosystème de start-up porté par l'incubateur ADECAL Technopole. Et pourquoi ne pas bénéficier aussi des innovations développées par les start-up de l'écosystème French Tech, dont nous faisons partie depuis quelques années. Septième levier, ça sera mon dernier. À court terme, il serait effectivement intéressant de relever un défi, celui, pourquoi pas, proposé par le rapport des sénateurs, c'est-à-dire proposer que la Nouvelle-Calédonie soit un laboratoire d'expérimentation de quelques scénarios technologiques choisis de lutte contre le Covid. Et à l'image des laboratoires d'innovation publique qui se déploient en métropole là, sous la houlette du ministère de la Transformation et de la Fonction publique en France, on pourrait imaginer une situation exploratoire, donc qui se développe à la fois au sein de l'administration publique et qui soit aussi en partenariat avec l'écosystème des entreprises, des startups, de la French Tech et du monde économique. Donc, cette situation, elle pourrait en plus permettre d'aller lever des fonds à l'extérieur, car pour l'instant,
on pourrait être le premier laboratoire d'innovation dédié à la lutte sanitaire alliant public et privé. Donc, pour conclure, la liste des leviers, finalement, elle ne manque pas. Donc, il appartient aux forces vives de la Nouvelle-Calédonie, aussi bien la société civile, j'en ai peu parlé, mais il y a des choses qui se font, l'ensemble des collectivités locales de proximité, j'en ai peu parlé, mais là aussi, il y a des choses qui se font, les professionnels également. Donc, il leur appartient à tout cet écosystème de relever le défi qui nous est imposé. Et dans cette guerre sanitaire, le recours aux nouvelles technologies apparaît finalement comme des armes de poids. Je vous remercie. Merci, super. Merci beaucoup, Charlotte. C'était très bien, très clair. Je crois qu'il y a quelques questions qui viennent là sur le côté. Je ne sais pas si tu les vois. Si tu peux. Ah, il y a Pierre qui veut intervenir. Bon, on va le laisser parler. Attends, je fais le nécessaire, Joël. D'accord. Alors, Pierre, on va te donner la parole. Juste pour les questions. Là, est-ce que tu les vois, Charlotte? Alors, je les vois. Alors, à quel moment il faut que je commence? Donc, Jean-Marc. Non, mais ça, j'ai l'impression que c'était des questions sur le pass sanitaire. Est-ce que moi, j'ai les nouvelles questions parce qu'elles arrivent en haut? Ah oui, pardon. Voilà, Alors, Pierre le développement est en des train de se espaces connecter. N'y Et il a-t-il va pas une pouvoir, réplique pour débloquer les usages du numérique? Oui, bonsoir. Alors, Vous m'entendez? vas-y Pierre, oui, on t'entend très bien. Tu peux intervenir et poser ta ou tes questions. En fait, je voulais intervenir par rapport à l'intervention de Charlotte. Ce que je comprends de la présentation d'avant, c'est qu'on n'a pas de solution miracle pour l'immunité collective. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de rester focus sur la surveillance de la propagation du virus pour mieux réagir et anticiper autant que possible. Si on reprend la synthèse de la proposition de Charlotte, alors, moi, je pars du principe qu'on a aujourd'hui la couverture et le taux d'équipement nécessaire, en particulier aux endroits où les clusters sont les plus importants, à savoir Nouméa, Grand Nouméa. C'est un parti pris, on n'a pas de données actualisées, mais je pense qu'on a une grande partie de la population qui est équipée et qui accède à Internet. On parle là maintenant d'application, par l'utilisation du numérique pour pouvoir anticiper au mieux et de manière à adapter les réponses en termes de sanitaires et puis pouvoir retracer les cas contacts. Je ne pense pas qu'on puisse développer une application en si peu de temps. De nombreux pays ont essayé. Donc, pour reprendre la proposition de Charlotte, être un POC, un démonstrateur pour la France, peut être une option qui est envisageable, je pense. Donc, en reprenant les notions d'interopérabilité des systèmes, en reprenant les solutions de capteurs connectés éventuellement, de traçabilité pour prévoir la prévision du virus, pour prévoir la diffusion du virus, potentiellement dans une dynamique de souveraineté numérique et de protection des données, puisque c'est bien entendu ce qui ressort du rapport, et c'est une des difficultés, mais c'est une des forces françaises, c'est qu'on a cette position de protection des données et qui nous différencie du reste du monde. La mobilisation des privés est effectivement intéressante, le levier du monde économique, des appels à projets, territoire d'innovation, donc le POC pour la métropole. On pourrait ainsi lever le frein financier, donc le financement du POC par la métropole, la Caisse des dépôts. Mais il y a un préalable à tout ça, parce que quand bien même on pourrait faire tout ça, il y a une base qui manque, et cette base, c'est celle du dossier médical partagé et la coopération des services administratifs et de santé. Donc là, on a quand même des forces, comme l'a rappelé Charlotte, c'est qu'on a toutes les pièces du puzzle qui sont là, en tout ce qui a été mené depuis 2012, DOCAMO, on a une feuille stratégique qui a été posée, qui ne demande plus qu'à être déployée, de manière à poser ce socle qui nous permet de construire au-dessus les applications, et notamment l'application pour la traçabilité du Covid. En termes de frein politique, puisqu'il a été mentionné, on a une possibilité. Alors là, je suis dans l'utopie, mais on est bien là pour ça, puisqu'on est sur une situation qui a peu de solutions et qui nous emmène à réfléchir. On a potentiellement un tremplin pour la réforme du système de santé et l'adoption numérique. Et si je reprends mon argumentaire,
Pourquoi ne pas proposer d'être un territoire d'expérimentation, de faire financer cette expérimentation qui pourrait être réplicable à une échelle plus grande, notamment en métropole, et d'en profiter, nous, pour accélérer la réforme du système de santé et l'adoption numérique des populations. Resterait un frein qui est socioculturel, l'adoption citoyenne, et là, je reprends la proposition, en tout cas, ce qui est évident, communiquer et demander de faire un choix, finalement. Soit une utilisation de la technologie et des données, même si elle est momentanée, avec le modèle du Crisis Data Hub, soit l'insécurité sanitaire et économique sur un petit territoire comme le nôtre, avec tout ce que ça peut engendrer en termes de conséquences. Voilà la proposition. Alors, elle fait que paraphraser ce qu'a dit Charlotte, mais je pense qu'on a, enfin, en tout cas, moi, de ce que je vois, il n'y a pas beaucoup de solutions dans l'équation. On est en plein milieu d'une crise, avec de multiples couches, notamment politiques, et avec tout ce qui a été mentionné sur les retards qu'ont pris le déploiement du plan d'Occamo et même l'adoption du numérique, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas cette opportunité à saisir aujourd'hui, même si elle paraît un petit peu ambitieuse? Donc là, c'est à moi de répondre, Pierre. Ah, vache. Oui, bah moi je pense en tout cas qu'il faut pousser les idées. Moi, c'est vrai que je suis un peu d'un naturel optimiste, donc j'aurais envie effectivement que les décideurs, ceux qui ont les leviers en main, prennent leurs responsabilités et puis essayent d'avancer. On sait que beaucoup d'entre eux sont quand même en mode gestion de crise. Mais c'est vrai qu'il manque en fait une équipe de fond qui va être garante quand même de la stratégie à long terme. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas s'en couper. Et moi, quand j'ai appris que l'équipe d'Occamo, je ne connais pas les raisons, mais en tout cas n'existe plus, j'ai l'impression que l'autorité gouvernementale a scié l'arbre, a scié les branches d'arbres qu'elle avait elle-même fait pousser. Donc, non, il faut effectivement repartir au combat. C'est pour ça que j'ai utilisé aussi des mots de guerre, d'armes, parce que là, on doit être en mode combat, on doit être unis, en fait, on doit unir les forces. Et j'aurais envie de répondre à une des questions de Stéphane Renaud, parce que le nerf de la guerre, c'est forcément le financement. Donc, quel serait l'investissement, demande-t-il, à grosse maille pour développer ces outils? En Polynésie, le schéma directeur informatique a mis 2,4 milliards sur la table. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, les investissements numériques, alors moi, ça fait 2 années que je suis un petit peu moins ces sujets-là, mais j'ai plutôt l'impression qu'ils sont repartis à la baisse, en tout cas dans les prévisions en fait, financières des collectivités publiques. Donc, non, il faudrait remettre de l'argent sur la table et je pense qu'à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, ça serait peut-être même le double, ça serait peut-être 5 milliards parce que le Data Hub, c'est déjà 1 milliard. Le dossier médical personnel, je pense aussi que là, ça va être sur du temps long et ça va être des investissements réguliers. Après, les autres pistes, pour moi, sont moins coûteuses. L'identifiant unique, finalement, c'est beaucoup de réglementaires pour se mettre d'accord sur l'existence de cette identité. Voilà. Et le reste, finalement, ouais, c'est un peu moins cher. Donc, ça serait peut-être moi, je mettrais bien entre 3 et 5 milliards pour être ambitieux et pour se donner justement la voilure de pouvoir expérimenter et tester. Charlotte, je pensais en fait qu'aujourd'hui, en fait, on a si je résume en fait la situation, aujourd'hui, on a 2 urgences. On a comment contrôler la quarantaine avec du numérique. Et là, Pierre l'a souligné, il y a le privé qui peut arriver rapidement, en partenariat avec le public, avec des objets connectés. Jean-Marc l'a cité. Et puis, la partie de contrôle tracing qui est un peu plus complexe parce qu'elle ferait appel au croisement de fichiers qui nécessite le fameux identifiant unique. Et là où on a besoin aussi d'un partenariat public-privé. Donc, je vois Paul dit en fait que effectivement, il faudrait travailler sur à faciliter en fait la rapidité d'exécution du privé et la garantie en fait des données par le public. Et je pense que la vraie conjugaison des deux forces, ça peut être
dans un petit pays comme on est, la force du territoire. Et là, comme on dit d'habitude, hein, le pessimisme est affaire d'humeur et l'optimisme est affaire de volonté. Et je pense qu'il faut être volontariste là-dessus. On peut créer, on peut favoriser les choses de manière à ce qu'on puisse avancer et répondre à des questions vraiment élémentaires. C'est l'arrivée d'un prochain variant qui sera où le vaccin sera inopérant. Il va falloir 28 jours pour vacciner la population, pour se rendre immunitaire. Qu'est-ce qu'on fait avec on recoupe, on remet les gens sous cloche. Donc, il faut trouver aujourd'hui les solutions pour demain. C'est-à-dire que aujourd'hui, le vrai problème, le gros problème, c'est comment est-ce qu'on garantit un cordon sanitaire ou une quarantaine suffisamment sécurisé pour pouvoir faire à la suite du tracing. Voilà. Alors, moi, j'ai envie d'intervenir sur tes propositions parce que effectivement, comme je l'ai dit, moi, je pense que le partenariat public-privé, aujourd'hui, il est beaucoup trop faible. C'est-à-dire que l'autorité publique se met aussi lourd sur les épaules, mais devrait davantage se tourner en fait vers son économie, devrait davantage se tourner vers les petites entreprises. C'est vrai que Jean-Marc, eh bien, tous les sujets des objets connectés, ça fait maintenant un sacré moment qu'il travaille dessus. Donc, il serait à même il l'a dit d'ailleurs, hein, il a fait des propositions qui sont restées lettres mortes. Ça serait intéressant de l'entendre à ce propos, mais oui, il faudrait en fait réfléchir à ces sujets en fait d'internet connecté, d'objets connectés, et que l'autorité publique en fait accepte de se tourner davantage vers les professionnels, cherche de l'aide, lance effectivement des challenges d'innovation. Et le fasse aussi en interne, c'est-à-dire proposer à ces agents publics d'améliorer la simplicité des formulaires et croiser certains fichiers, même juste pour avoir une information un peu plus, on va dire, utile pour les usagers. Moi, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas de cartographie de développement en fait du virus pour qu'on puisse être un peu plus conscient en fait de ce qui se passe autour de nous en tant qu'usagers. Et puis deuxième remarque, les applications en fait, hein, tous antivirus, etc. Donc en plus d'avoir cette vocation de passe sanitaire, mais en fait à l'origine, d'ailleurs, le passe sanitaire, il est arrivé en deuxième volet de ces applications. C'est-à-dire qu'à la base, c'était vraiment des applications censées aider la traçabilité en demandant aux utilisateurs donc de télécharger, donc première action. Donc là, on a vu qu'en France, c'était difficilement la dizaine de pourcents des citoyens qui téléchargeaient volontairement l'appli. Et ensuite, qui impose d'avoir toujours en fait le Bluetooth ouvert. Et ça, en fait, ça embête les utilisateurs. Et d'ailleurs, ils se sont même rendus compte que tous anti-Covid ne permettaient pas d'activer le Bluetooth sur les solutions Apple. Donc ça, c'était encore un petit problème technique qui était un peu dommageable. Mais aujourd'hui, il y a des solutions qui s'appuient aussi davantage sur la blockchain, c'est-à-dire qu'ils vont crypter l'identité en fait des personnes, mais qui vont permettre d'envoyer quand même des SMS aux gens qui ont croisé une personne qui s'est déclarée malade. Donc ça, ces applications, elles ont cette utilité-là. Et là, il y aurait un vrai POC, pour reprendre le mot de Pierre, une vraie expérimentation où on pourrait mettre nos développeurs, et je sais qu'il y en a des bons en Calédonie ici, pour réfléchir à une meilleure ergonomie, une expérience utilisateur en fait de ces applications, développer des services à l'intérieur qui feraient que le Calédonien, ça l'intéresse aussi de télécharger l'appli, parce que tout le monde n'est pas intéressé d'aller au restaurant. Peut-être qu'il faudrait permettre de faire un coup de chasse ou un coup de pêche pour que ça soit mieux en fait, plus intéressant en fait pour les Calédoniens. Là, il y a un vrai travail d'expérience utilisateur et derrière, il y a un vrai travail aussi pour convaincre de l'intérêt de ces applications à endiguer la propagation du virus avec des solutions, pour l'instant, c'est Bluetooth, mais à voir comment est-ce qu'on peut améliorer aussi cette partie-là. Excusez-moi, juste pour te compléter, pour préciser ce que je disais juste avant, pour moi, il y a plusieurs actions en parallèle, il ne faut pas les confondre. Il y a un socle déjà, ce socle, c'est le socle de l'e-santé, c'est le dossier médical partagé. Et ça, la cellule d'Ocamo l'a bien compris, a mené des travaux depuis un certain temps, et comme tu l'as dit, les pièces du puzzle sont là.
Pour moi, il n'y a pas de privé dans l'histoire. Il y a juste la mise en œuvre d'un plan qui a été imaginé, qui a été bien pensé et qu'il faut simplement mettre en œuvre avec une volonté politique. Ensuite, il y a une colonne vertébrale. Donc, si on reprend un arbre, il y a les racines qui servent à tout le monde. Il y a le tronc, la colonne vertébrale. Ça, c'est pour moi une application. Je parle de mon avis qu'on n'aura pas les moyens de développer dans les temps. Pour moi, il faut se baser sur une application existante ailleurs avec un usage, c'est celui de la traçabilité. La traçabilité de la diffusion du virus, quelle que soit la technologie, de manière à nous permettre d'endiguer rapidement justement cette crise. Ensuite, il y a cet appel au privé, cet appel à l'écosystème, avec potentiellement des appels à projets, des hackathons et tout ce qu'on veut, pour développer les autres usages autour. Mais pour moi, il y a bien 3 phases. Il y a le socle, qui est entièrement public, c'est-à-dire le dossier médical partagé et tout ce qui s'ensuit en termes de protection de la donnée médicale. Il y a le tronc de l'arbre, c'est-à-dire l'application qu'il nous faut déployer très rapidement et qu'à mon sens, on n'a pas les moyens de développer en Calédonie, qui est une application de traçabilité. Et ensuite, il y a l'appel à l'écosystème pour développer tous les autres usages qui peuvent nous permettre de mieux vivre, de libérer, enfin d'accéder à nos libertés peu à peu. Et ça, je ne suis pas là pour le dire, puisque c'est justement l'écosystème à travers l'idéation qui le fera. Et je rajouterais, Pierre, un 4e étage à ton arbre, à la fusée. Et ça me permet de répondre en plus à Guy-Olivier Queneau, qui dit finalement imposer des solutions technologiques en temps de crise n'alimente pas la défiance des citoyens envers les institutions. Cela vient-il pas du fait qu'on ne part pas de la base juridique? Quelles informations les citoyens acceptent-ils de partager? Moi, je rajouterais finalement un quatrième niveau qui pourrait être un appel en fait aux citoyens volontaires pour tester en fait cette appli, un peu comme on le fait dans le domaine médical d'ailleurs, hein, pour tester des médicaments. On pourrait demander à une poignée en fait de citoyens d'accepter de partager leurs données pour avoir une micro-étude. En plus, on pourrait faire appel à Stéphane Renaud pour analyser les données. Voilà, ça, je pense que ça pourrait être utile. Est-ce que quelqu'un veut… Il y a une autre question qui arrive, je crois. Ah non, c'est pas une question. Voilà. Oui, c'était le financement. C'est toujours le problème du financement, mais au-delà du financement, je pense effectivement, il y a la stratégie et il y a la volonté. Hein. C'est vrai qu'il y a une volonté. Il faut qu'il y ait une volonté derrière qui soit dirigée et pour la mise en œuvre. Mais aujourd'hui, dans une phase critique, dans une phase d'urgence, et donc c'est encore plus dur de manœuvrer dans cette phase critique pour pouvoir avancer. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, ce qui nous pend au nez, c'est de répliquer en fait ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'on reconfine parce qu'on n'a aucun système qui permet en fait d'empêcher en fait la propagation du virus aujourd'hui. Et donc, ce qu'il faut là, c'est à la fois bien sûr penser à quelque chose de très structuré, mais aujourd'hui, il faut essayer d'agir. Il faut essayer d'agir de manière plus, efficacement possible pour éviter une nouvelle vague. Et je pense que c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui. Voilà. Je crois que Stéphane peut répondre en fait à… Non, il y avait Stéphane qui avait posé une question aussi, je ne sais pas, sur le Wi-Fi. Sur le Wi-Fi. Sur le Wi-Fi, il dit le développement des espaces de Wi-Fi public n'est-il pas une réponse pour développer les usages du numérique dans les problématiques d'accès? Donc ça, oui, bien sûr, ça a permis à beaucoup effectivement de citoyens, on pense au Wi-Fi public de la place des Cocotiers ou au Wi-Fi public des maisons de quartier ou à ceux de certains lieux, hein, le McDo, etc., où que les jeunes connaissent par cœur. Donc oui, ça permet de développer les usages, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet, c'est celui en fait d'accompagner les usages des personnes qui sont éloignées. Je sais que la province sud, cette année, a dû accompagner les familles, par exemple, dans tout le process en fait, de bourse en ligne. Ils se sont rendus compte encore de cette fracture numérique de beaucoup, finalement, de Calédoniens qui ne savent pas manipuler un ordinateur, une interface digitale. Donc, il y a besoin, en fait, de l'accompagnement humain pour que ces outils soient plus accessible. Donc non, il y a du chemin encore sur l'appropriation et le développement des usages.
Il y a une très belle remarque de Michel que je relais. Vous avez aussi oublié les racines de votre bel arbre. Le dossier du patient, il s'appuie fondamentalement en fait sur une brique qui est absolument incontournable. C'est une véritable brique d'identité de la personne. C'est vraiment fondamental. Et c'est vrai qu'il y avait une jeune personne de l'Estonie qui était venue prêcher la bonne parole sur ces sujets-là. Et elle nous avait bien rappelé effectivement que la brique de base, c'était bien celle-ci. NC Connect, c'est comme si vous essayez de vous connecter à un site internet en disant tiens, j'ai un compte Google ou Facebook et donc je m'identifie grâce à ça. C'est rien d'autre, NC Connect. Le deuxième élément sur lequel je voulais intervenir, et ça rejoint ce qu'évoquait Stéphane, la notion de confiance, elle est essentielle, y compris avec les outils numériques. S'il y a eu un tel rejet de l'application qui a été développée en France, c'est que le gouvernement français, les administrations s'étaient engagées sur une notion d'open source. C'est-à-dire qu'indépendamment des données qui pouvaient être collectées, on essayait d'exposer sans aucune retenue la nature des traitements qui allaient être réalisés. Et ça, l'open source peut effectivement nous permettre de garantir la lecture du code et surtout ce qu'il est amené à réaliser. Et il y avait des pans entiers de cette application qui ne respectaient pas en fait cette dimension. Donc la notion de confiance sur les outils numériques, elle doit aussi s'appuyer en fait sur de véritables incontournables. Ouais, très important. Ah, Michel est perdu. Ouais, effectivement, là, ça c'est vraiment l'air du temps, hein, d'assurer en fait de la transparence dans les développements logiciels et l'ouverture des données, mais aussi l'ouverture du code informatique. Ça doit se faire de plus en plus. Et c'est vrai que la France aussi, hein, a été assez exemplaire, me semble-t-il, sur l'ouverture en tout cas de ces codes sources. Je sais qu'en Calédonie, la province sud a été la première collectivité à mettre en place ce type d'initiative également. Ok, merci beaucoup en tout cas Charlotte pour ces précisions et ces compléments apportés par chacun. Joël? Oui, tu veux rajouter quelque chose, Stéphane? Oui, bah je vais encore pas me faire des amis, hein, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut bien prendre en compte, hein. C'est que même si aujourd'hui la Covid génère, et c'est très clair, des cas en réa, des décès, ça reste, elle est géniale cette maladie d'un point de vue terrorisme militaire parce qu'en fait elle met à mal tous les systèmes. Donc c'est presque l'arme parfaite. Mais au-delà de ce petit commentaire, il faut pas oublier que c'est l'immunité naturelle. Il y a 60% des gens, voire 70%, qui n'auront pas de conséquences. Si on arrive à identifier les gens qui sont à risque et qu'on prend des mesures appropriées et que le reste de la population est immunisée parce qu'elle sera au contact du virus, ni plus ni moins, et bien à ce moment-là, on aura effectivement une chance d'endiguer les propagations. C'est pas, à mon sens, et on l'a bien vu avec Israël, ils ont vacciné la quasi-totalité de leur population et ça continue. Donc il y a une vraie question sur le sujet, hein. Elle fait débat dans la communauté scientifique, mais ce n'est pas la première fois qu'un certain nombre de gens expriment le fait que les populations à faible risque, est-ce qu'il ne faut pas les laisser, entre guillemets, s'exposer au virus pour acquérir une immunité naturelle qui est de toute façon plus importante que les immunités artificielles, et de vacciner ou de traiter les populations qui sont réellement à risque. Et ça reboucle avec ce que disait Charlotte, ça suppose de les identifier, ça suppose de pouvoir tracer l'information les concernant pour pouvoir prendre des mesures appropriées en amont. Mais là, on rentre dans un débat qui est extrêmement chaud et touchy parce que on est parti sur une monovoie. Est-ce que c'est la bonne? J'en sais rien. Mais je pense qu'il faudrait qu'on s'interroge. Oui, c'est sûr, mais ça c'est un autre, j'allais dire, c'est un vaste sujet, c'est même le sujet en fait qui divise les communautés, hein, qui les divise de manière profonde, hein. Je pense que là on va peut-être conclure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je pense qu'on peut conclure. On peut remercier
Stéphane pour son exposé et puis Charlotte pour le sien aussi qui a été d'une clarté. Donc je ne sais pas si on a avancé beaucoup, mais pour moi je vois quand même la possibilité, je ne sais pas comment on peut faire, mais peut-être par la French Tech, par Open, par avec Pierre, avec d'autres personnes de bonne volonté, essayer de porter en fait ce sujet en disant que c'est une des étapes nécessaires pour lutter contre le virus, c'est d'avoir des outils et peut-être de l'initiative privée pour pouvoir mettre en place rapidement quelque chose qui éviterait une nouvelle vague, parce qu'en fait, ce qu'avait démontré et ça je voudrais bien insister dessus, ce qu'a démontré en fait le Hub et le Crisis Data Hub, le rapport du Sénat, c'est qu'il faut des solutions qui sont robustes par rapport à n'importe quelle pandémie. Elle ne doit pas être dépendante d'une pandémie. Voilà. Voilà, donc ça c'est un point sur lequel il faut insister. C'est-à-dire qu'il faut des solutions qui soient robustes par rapport à n'importe quelle maladie. Voilà, donc c'est pour ça que le cordon, pour l'instant, à mon avis, hein, en phasage, le cordon sanitaire et la quarantaine chez soi, c'est un enjeu, un vrai enjeu. Et ça, on peut le faire, il y a des moyens. Et donc ça, je pense qu'en mobilisant en fait les bonnes volontés et en proposant quelque chose, le privé peut être force de proposition et se coupler de manière rapide avec l'administration, avec l'administration. Donc voilà. Donc en tout cas, je remercie beaucoup pour la qualité de vos échanges et puis de vos exposés. On va prendre congé. Et peut-être qu'il y aura un autre séminaire si on arrive à trouver les bonnes personnes. Mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qu'il faut absolument retravailler. On va continuer à le faire et essayer de porter sur la place publique les sujets qui sont vraiment clés et des enjeux qui ne sont pas négligeables. Hein. Je vous dis, comme l'avait montré Frédéric de Manneville, hein, les pays asiatiques avec ces outils-là ont réussi à limiter l'incidence et les conséquences hein, au niveau mortel sur la population. Donc on a une richesse ici, c'est le contrôle de nos frontières que n'a pas forcément la métropole. On contrôle nos frontières, donc il faudrait contrôler notre cordon sanitaire et surtout la quarantaine. Et à partir de ça, on sera déjà, entre guillemets, robuste à pas mal d'autres chocs. Voilà. Je vous remercie encore et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Joël. Bye bye. Merci Stéphane. Oui, bonne soirée à tous. Vous aurez la possibilité de revisualiser en fait cette conférence. Vous allez recevoir en fait un lien qui vous permettra de réécouter en fait nos différents intervenants. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous. Faites bien attention à vous et à votre petite famille. À très bientôt, j'espère. À bientôt.